Si vous suivez l'actualité, vous avez pu voir qu'au Népal, il y a une révolution. Vous avez ici une image du Parlement en feu. Et ici, je vais vous expliquer pourquoi la révolution n'est absolument pas la solution, que vous imaginez que vous aurez le pouvoir grâce à la révolution est une lubie, et qu'en fait, la révolution dessert plus le peuple qu'autre chose. Bonjour la belle jeunesse, c'est Maxime Bourgeois et je vais décrypter avec vous cette actualité. Mais tout d'abord, nous allons faire un petit tour historique sur la question du Népal et de son organisation politique. Jusqu'au début des années 1990, le Népal était une monarchie absolue dirigée par la dynastie Shah. C'est un État qui est dirigé par un roi qui a le pouvoir sur tout. Le pouvoir économique, social et politique. En 1990, il y a une révolution populaire, un mouvement populaire, le Jana Andolan I, qui pousse le roi Birendra à accepter une monarchie constitutionnelle parlementaire. Le parlement maintenant va être élu par le peuple et le roi va devoir suivre des règles bien spécifiques. Il n'aura plus de pouvoir absolu. Néanmoins, 6 ans après, en 1996 jusqu'en 2006, il va y avoir une guerre civile maoïste. Le maoïsme, c'est quoi concrètement? C'est un mouvement politique communiste qui se réfère à la personnalité de Mao, qui était un dirigeant communiste chinois. Le Parti communiste du Népal, donc maoïste, lance alors une insurrection armée pour abolir la monarchie constitutionnelle et parlementaire au profit d'une république populaire. Le conflit en lui-même fait rage, il fait plus de 13 000 victimes et provoque des disparitions, tortures et violations graves des conditions humaines. En 2001, la famille royale est frappée par le massacre du palais. Le prince héritier Dipendra assassine le roi Birendra. Je sais, les noms se ressemblent, c'est pour ça que je vous mets l'orthographe en dessous. Mais ce n'est pas tout, la reine et plusieurs membres de la famille sont assassinés. Un roi, Gyanendra, donc monte alors sur le trône. En 2005, le roi Gyanendra décide de dissoudre le parlement et prend les pleins pouvoirs. Un peu ce retour à une royauté absolutiste. Évidemment, cela ne plaît pas à la population et ça provoque de vastes manifestations. En 2006, après une révolte populaire, la Jana Andolan II, la guerre civile prend fin avec un accord de paix entre les maoïstes et les partis politiques. Il est décidé donc d'abolir totalement la monarchie et de passer à une transition républicaine. Et donc en 2008, le Népal abolit la monarchie et devient une république fédérale démocratique. Le roi Gyanendra, qui avait pris le pouvoir absolu, est exilé, les maoïstes intègrent le jeu politique et devient même le premier parti de l'Assemblée constituante. Mais l'instabilité politique reste toujours présente entre 2008 et 2015. Depuis la République, aucun Premier ministre n'a vraiment terminé son mandat. Les coalitions changent sans cesse, les gouvernements tombent les uns après les autres et la rédaction d'une constitution prend tout de même 7 ans en raison de très nombreux désaccords entre les partis. En 2015, une constitution est élaborée. Elle permet de promulguer un État fédéral laïque et républicain, mais des populations comme les minorités se sentent exclues du processus et organisent donc des blocus et manifestations assez violentes. De plus, la même année, le Népal est frappé par un séisme dévastateur qui fait près de 9000 morts. Ce qui aggrave évidemment les tensions économiques, sociales et politiques de la région et du pays. Malgré la constitution, il faut comprendre que les gouvernements successifs sont accusés de corruption, de mauvaise gestion et de clientélisme à tous les étages. Le Parti communiste domine la scène politique, mais la gouvernance reste instable. Les promesses de justice, par exemple, lors de la guerre civile, ne sont pas tenues. Il y a eu peu de procès et donc beaucoup d'impunité. La pandémie du Covid-19 a aussi révélé la faiblesse du système de santé et de gouvernance. En 2020-2021, plusieurs crises secouent le pays. Oli, le président, décide de dissoudre 2 fois le Parlement, ce qui est inconstitutionnel par la Cour suprême. Le mécontentement monte chez les jeunes. Ceux-ci sont confrontés à un chômage massif et à un manque d'opportunités dans le pays. En 2025, c'est là où on arrive aux problématiques actuelles. L'interdiction des réseaux sociaux et les accusations de corruption généralisée déclenchent une vague de protestations et de manifestations sans précédent. C'est la génération Z, donc les jeunes, qui renverse finalement le gouvernement Oli. Le gouvernement de transition est actuellement dirigé par Sushila Karki, et le pays se prépare à des élections en 2026. Mais la confiance dans les partis traditionnels est faible, la société reste donc marquée par des séquelles de la guerre civile non résolues, une économie fragile et une jeunesse frustrée et en manque d'emploi, et des divisions ethniques et régionales. En résumé, donc la crise actuelle n'est pas un événement isolé, elle est l'aboutissement de 30 ans d'instabilité et d'une guerre civile non totalement soldée et d'un système politique qui n'a pas répondu aux aspirations de la population. De mon point de vue, de ce qui va se passer au Népal, rien ne va vraiment être résolu après cette révolution. Et on est déjà en train de remarquer qu'effectivement le système devient de plus en plus cadenassé, puisqu'on reste dans le rôle de la particratie, et donc les individus vont devoir voter pour des individus en qui ils ont une totale méfiance. La particratie au Népal ne répond donc plus aux besoins de la population, et je considère que seule la démocratie directe permettrait donc de pouvoir pleinement donner pouvoir au peuple. Et que le Népal reste tout de même dans des problématiques depuis plus de 30 ans et que ça va continuer ainsi. Ce que nous apprend donc la révolution au Népal, c'est qu'en fait elle ne résout quasiment aucun problème sociétal.
La révolution n'aboutit pas à un système de démocratie totale. Le pouvoir n'a absolument pas au peuple, mais va rester dans les mains des dirigeants politiques et surtout l'élite. Et encore une fois, les Népalais vont se sentir dépossédés du pouvoir. La démocratie directe est donc un excellent instrument pour donner le pouvoir au peuple, et je pense que si les Népalais veulent pouvoir réussir leur révolution, ils doivent instaurer donc le tirage au sort et le référendum de leur constitution, qui doivent devenir les piliers de leur société. Voilà, je vous laisse pour une autre question d'actualité. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas pour le débat, et on se voit pour une prochaine vidéo. Au revoir.